Grande muraille, forteresse, tranchées. De tout temps, nous avons bâti divers édifices pour nous protéger des dangers de la guerre. Le XXe siècle a conduit à l'âge nucléaire. Des armes aussi puissantes exigent des structures assez résistantes pour préserver dirigeants et civils de l'anéantissement. La solution vient du sous-sol, le bunker. Au fil des ans, leur rôle évolue. Les gens se tournent vers eux pour s'abriter non seulement de la guerre, mais aussi d'une catastrophe naturelle ou d'un effondrement de la société. Nous allons vous emmener dans des lieux tenus secrets. On peut les tracer. Éteignez vos portables. Éteignez-les. Du refuge familial des années 1960 qui protège des retombées radioactives, Pour échapper aux retombées radioactives, vous serez privé de tout le confort de la vie moderne. à une ville souterraine assez grande pour abriter tout le gouvernement des États-Unis, Nous nous occupons de notre propre sécurité. Et les autres, vous allez griller. en passant par un abri du XXIe siècle entièrement équipé pour se prémunir d'une insurrection générale. Je me prépare à l'effondrement complet de la civilisation américaine telle que nous la connaissons. Partons à la découverte du monde souterrain et secret, des bunkers anti-apocalypse. Les abris souterrains font partie des mesures de protection en période de guerre depuis la nuit des temps. Des grottes dans le désert de Judée protègent les insurgés juifs des légions romaines. Les habitants de Londres se réfugient sous terre durant les blitz de la Deuxième Guerre mondiale. Le bunker d'Hitler devient son dernier quartier général, et ça tombe. Des bunkers abritent les présidents américains durant l'apogée de la guerre froide, et après les attaques mortelles du 11 septembre 2001. Les bunkers ont une histoire longue et secrète dans la société américaine. Certains sont restés cachés durant des décennies, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous savons que de nombreux abris secrets existent dans de nombreuses villes d'Amérique. Ce sont des centres de survie connus juste de quelques privilégiés. Ils se trouvent dans des complexes gouvernementaux, des sièges sociaux d'entreprises et même dans des jardins. Les bunkers protègent leurs propriétaires non seulement de la guerre, mais aussi d'un ensemble croissant de menaces globales. Phénomènes météo extrêmes, panique financière, soulèvement de masse et effondrement de la civilisation. La menace immédiate qui concerne le peuple, bien sûr, est l'effondrement du dollar. La guerre contre la Chine et la Russie n'est pas imminente, mais elle est probable. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un État voyou ne vende une tête nucléaire ou même une bombe sale à des terroristes. On verrait la chute de la bourse. Les gens videraient les rayons alimentaires des magasins. Ce serait le chaos. Pour certains, un abri souterrain équipé pour survivre longtemps semble être la seule solution rationnelle. Voilà pourquoi le marché du bunker est en plein essor. Quelque part au milieu des paysages agricoles d'Indiana, à 9 mètres sous terre, s'étend un abri anti-atomique tout confort de 930 mètres carrés. C'était un abri gouvernemental datant de la guerre froide, réservé à un usage que je ne peux pas révéler. On est assis au milieu d'une forteresse souterraine. Cet abri est à l'épreuve des armes nucléaires, biologiques et chimiques. Il résiste au souffle d'une charge nucléaire de 20 mégatonnes qui exploserait dans un rayon de 3 km. Il est doté d'une réserve d'eau et de nourriture suffisante pour assurer la survie confortable de 80 personnes durant un an. Ce bunker fait partie d'une chaîne en expansion en Amérique. On peut y réserver sa place si on y met le prix. 50 000 $ par adulte et 35 000 $ par enfant. Mais des abris d'une autre époque sont découverts de nos jours. Les bunkers sont devenus partie intégrante de la vie d'une famille de Californie depuis qu'elle en a trouvé un dans son jardin. Fin 2012, Chris et Colin Otkasek achètent un pavillon de plain-pied,
classique et datant du milieu du XXe siècle dans un quartier huppé du sud de la Californie. Dans leur jardin, ils découvrent un abri anti-atomique parfaitement préservé, remontant à 1961. C'est incroyable. Nous ne savions vraiment pas que nous avions un bunker. Et c'est quand nous avons pu venir dans la maison pour finaliser la transaction que nous avons découvert qu'il y en avait un. Ce bunker a été construit durant l'apogée de la guerre froide. Il renferme tout ce qu'il faut pour qu'une famille survive plusieurs semaines durant une attaque nucléaire totale contre les États-Unis. Et 50 ans plus tard, il est toujours là. Bonjour, bienvenue dans mon abri. Laissez-moi vous montrer certains des objets et produits qu'il contient. Comme vous le voyez, pas mal de café. Beaucoup de serviettes hygiéniques des années 60. J'adore l'emballage. Et ça, c'est curieux. Je suis quasiment certain que cette conserve est pleine de toxines botuliques. Alors, à ne surtout pas manger. Cet abri répond à une menace très spécifique. Année 1961. L'Union soviétique lance un ultimatum à l'Amérique. Évacuer Berlin-Ouest. Le président John F. Kennedy répond en toute franchise. Toute attaque sur Berlin-Ouest entraînera inévitablement une guerre nucléaire. Depuis les premières bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, le monde entier craint une guerre nucléaire. En 1961, elle semble imminente. À travers toute la planète, des gouvernements se mettent à construire des bunkers souterrains afin de protéger les occupants du souffle initial. Ils sont également munis de stocks d'eau et de nourriture, de sorte que les survivants puissent rester sous terre en attendant que la radioactivité retombe à des niveaux acceptables. Pour ceux qui ont le savoir-faire et les ressources, bâtir son propre refuge constitue la meilleure solution. Deborah Kaufman a 10 ans lorsque son père entreprend de construire son abri. Mon père a travaillé sur des projets militaires la plus grande partie de sa carrière. Dans son activité, il était complètement immergé dans les effets du nucléaire, l'effet des radiations sur les objets, les instruments et bien sûr les gens. En tant qu'ingénieur, il a pris la chose comme un problème à résoudre. Et la solution était de bâtir un abri anti-atomique. Il faut des semaines pour terminer cet abri. Un sous-traitant coulant les parois de béton armé à 4,50 m sous terre. Une fois l'abri anti-atomique achevé, mon père l'a aussitôt rempli du genre d'approvisionnement dont il pensait que nous aurions besoin. Il y a 4 places pour dormir. Il y a ces 2 espaces-là, et puis il y a ces lits superposés qui devaient être pour les enfants. Par là, il y a encore des réserves de nourriture. C'est assez intéressant, ce sont des rations de survie, que des conserves, et des canettes d'eau potable. Tout cela date de 1958. Ce bunker dans le jardin n'est pas l'œuvre d'un illuminé. Il respecte soigneusement les standards officiels du gouvernement des États-Unis en prévision d'une guerre nucléaire. Ce n'était pas une idée excentrique qu'il a eue tout seul. Le gouvernement menait une vaste campagne pour s'assurer que les gens soient à l'abri en cas d'attaque nucléaire. Et il demandait aux gens de bâtir des refuges anti-atomiques. Il y avait plein de notices gouvernementales expliquant comment s'y prendre. Parlons un peu de ces abris, de ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Des annonces du service public et même des publicités payées par le gouvernement encouragent la protection contre la guerre nucléaire. Il y avait des pubs qui disaient en gros « Messieurs, dames, vous devez vous préparer. Vous devez vous bâtir un abri. Vous devez stocker des fournitures, des conserves et de l'eau. » Et ça me faisait vraiment penser que la menace était réelle à l'époque. Au début des années 60, l'Amérique tout entière devient obsédée par les bunkers. Le président Kennedy encourage un programme de sécurité civile à l'échelle de la nation, alors que les tensions avec les soviétiques prennent des proportions alarmantes. Des couvertures de magazines montrent des images de bunkers sous chaque ville et village. Des films de la sécurité civile aident à expliquer à quoi ressemblerait la vie dans un environnement souterrain. Vous êtes sur le point de connaître probablement la période la plus dure et néanmoins la plus importante de votre vie. Pour échapper aux retombées radioactives, vous serez privé de tout le confort de la vie moderne. Ces peurs sont justifiées.
Les armes nucléaires sont désormais 1000 fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. Ces bombes de 15 kilotonnes sont minuscules par rapport aux bombes à hydrogène testées dans le sud du Pacifique et dans le désert du Nevada. À travers toute l'Amérique, des villes publient des brochures expliquant ce qui se passerait si une monstrueuse bombe soviétique de 20 mégatonnes était larguée sur une grande ville. D'autres films gouvernementaux expliquent comment réagir à une explosion nucléaire surprise. Voici Tony, qui se rend à sa réunion de scouts. À terre et à l'abri. C'est bien, Tony. Si vous voyez ce flash, réagissez vite. 1962. La guerre froide atteint son paroxysme alors que des têtes nucléaires soviétiques sont découvertes à Cuba. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Les 13 jours de la crise des missiles de Cuba font plus que jamais craindre au monde un Armageddon nucléaire. La crise des missiles de Cuba, ça a fait beaucoup de bruit. Et je pense que les gens qui ne l'ont pas vécu ne se rendent pas compte à quel point c'était grave. Les gens étaient terrifiés. Je me souviens que ma mère vomissait ses repas. Elle avait l'estomac noué tellement elle avait peur. Dans un moment comme celui-ci, un abri dans le jardin semble être la meilleure des choses à posséder. Ce bunker de banlieue est au premier plan d'un mouvement national. Mais il constitue une certaine anomalie. Même si la majorité des Américains en 1961 pensent que la guerre nucléaire est probable, des études montrent que moins d'1% de la population bâtit un abri anti-atomique comme celui-ci. Par la suite, la famille de Deborah Kaufman se soucie peu de son bunker, alors que la crainte d'un conflit nucléaire décline dans les journaux et dans la culture populaire. L'abri et son contenu demeurent en l'état au fil des décennies. Désormais, la famille le considère davantage comme un musée que comme un bunker. Je crois que les gens voient ça à la fois comme un abri anti-atomique et comme une capsule temporelle des années 60, parce qu'il renferme beaucoup d'objets relatifs à cette époque. C'est une capsule temporelle, comme une bouteille jetée à la mer qui vient de s'échouer sur une plage. La rareté de cet abri anti-atomique familial est la preuve que construire son propre bunker n'est pas une priorité pour la plupart des Américains. Mais le gouvernement des États-Unis ne partage pas cet avis. À 400 km de Washington, D.C., sous l'extérieur chic d'un palace 4 étoiles, s'étend la capitale souterraine secrète du pays. Si Washington est transformé en ruine fumante, les représentants du peuple s'abriteront ici. Le gouvernement fédéral sera toujours opérationnel. À travers l'Amérique, des familles, des individus et des entrepreneurs construisent des bunkers. Selon le magazine Forbes, si on fait un sondage chez les 500 personnes les plus riches d'Amérique, on découvrira probablement que 490 d'entre elles ont un quelconque bunker. Je ne vous dis pas qu'elles en ont tous un, mais pour la plupart, oui. Les abris d'aujourd'hui vont de l'abri familial au luxueux complexe anti-atomique pouvant accueillir 80 personnes. Il existe peu de bunkers ayant la capacité d'abriter un gouvernement tout entier. Berlin-Est, 1987. Déguisé en ouvrier du bâtiment, le photographe Robert Conrad se faufile au-dessus d'une clôture, évite des gardes et pénètre dans un labyrinthe souterrain de tunnels et de salles aux parois de béton armé renforcées. Une fois à l'intérieur, il commence à prendre des photos. Voici ce qu'il reste du bunker de l'infâme Führer. Le dernier domicile et quartier général d'Adolf Hitler. Conrad espère préserver ainsi une page d'histoire avant que cette structure ne soit démolie. Sentant l'étau des Alliés se resserrer, Hitler et ses officiers supérieurs se réfugient dans ce bunker durant les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale.
Dans une sécurité et un confort relatifs, Hitler et son état-major peuvent commander ce qui reste de leurs forces. Alors qu'au-dessus d'eux, Berlin qui tombe en ruine est quasiment rasé. Au final, il est un peu trop tard pour le Führer. Mais cela soulève la question, en cas de conflit catastrophique, des pays comme les États-Unis prévoient-ils aussi des bunkers secrets pour leurs dirigeants? Niché dans les contreforts des Appalaches en Virginie occidentale, s'étend l'un des plus beaux palaces 4 étoiles d'Amérique, le Greenbrier. C'est un hôtel très impressionnant. Il dispose d'un grand parking. Il semble tout droit sorti de Autant en emporte le vent. Il comporte 3 terrains de golf. Il propose pléthore d'activités, piscine couverte, piscine extérieure, spa, casino. Pourtant, le Greenbrier a un secret. Sous ses portiques de colonnes blanches et son spa de style européen, s'étend un bunker anti-atomique secret destiné au gouvernement des États-Unis. Le bunker a été conçu pour abriter 1100 personnes. Les 535 membres du Congrès, soit les 435 membres de la Chambre des représentants, plus les 100 membres du Sénat, et un assistant pour chaque membre du Congrès. Si Washington DC est sous la menace d'une attaque nucléaire, le Congrès américain dans sa totalité doit aller se réfugier dans cette ville souterraine d'acier et de béton. Ce programme visait en partie à apporter une certaine stabilité à la population. Le peuple compte sur Washington DC, le siège du gouvernement fédéral. Si Washington est littéralement en ruine, on veut que des représentants du peuple se tiennent devant une image du Capitole et disent « Je suis dans telle installation, je ne peux pas vous dire où, mais je suis là, le gouvernement fédéral est opérationnel. » Le bunker de Greenbrier n'est qu'un abri gouvernemental parmi d'autres, situé dans un large rayon autour de la capitale. À moins de 110 km au nord-ouest de Washington, se trouve Mount Weather, une installation top secrète qui, selon la rumeur, serait le bunker exclusif du président. On dit que le Pentagone possède son abri souterrain à Raven Rock, en Pennsylvanie. Mount Pony, en Virginie, serait l'abri anti-atomique de la réserve fédérale. Le gouvernement ne confirme pas l'emplacement de ces bunkers, ni même leur existence. Mais les experts pensent qu'ils font tous partie d'un programme appelé « Continuité du gouvernement ». La supposition fondamentale à l'origine de tout cela, c'est que si la guerre froide en arrivait au point où des missiles, voire des avions, traversaient l'océan ou passaient par le pôle Nord, ils bombarderaient Washington DC. Et fini Washington DC. C'était la première hypothèse. Washington DC n'existe plus. Alors les dirigeants ont bâti une série de centres d'urgence pour y reloger les diverses composantes du gouvernement tout entier afin d'assurer la continuité du gouvernement. En 1956, le chef de la majorité au Sénat, Lyndon Johnson, approche le complexe hôtelier de Greenbrier afin de créer un abri anti-atomique pour le Congrès. Le Greenbrier est niché dans la montagne. L'emplacement est donc très avantageux en cas d'explosion atomique. Ce bunker pouvait résister au souffle d'une explosion nucléaire se produisant dans un rayon de 40 à 50 km. Enfin, dernier point et non le moindre, la voie ferrée arrive presque à l'entrée du domaine. La construction du bunker débute en 1958 sous couvert du financement d'une nouvelle aile par le gouvernement. Le secret est de la plus haute importance. Ils ont simultanément bâti une aile en surface et le bunker en sous-sol. Ils avaient donc une bonne couverture. Si quelqu'un leur demandait ce qu'ils faisaient, ils disaient qu'ils ajoutaient une aile au Greenbrier. C'est une aile d'hôtel pareille à aucune autre. Des tunnels de 30 mètres profondément enfouis sous la montagne. 4 portes blindées protègent l'intérieur. L'une d'elles pèse 30 tonnes. Il y a 2 salles de réunion, une pour la Chambre des représentants et une pour le Sénat. Il y avait 18 dortoirs dans ce bunker. Chacun comptait entre 58 et 60 lits. Il y avait une réserve de nourriture pour nourrir 1100 personnes pendant 60 jours. Il y avait 42 jours de réserve de fioul. Il y a aussi un cabinet dentaire, un petit hôpital
et un incinérateur en cas d'urgence. Le bunker a été achevé en octobre 1962, juste avant le début de la crise des missiles de Cuba. Quand on se penche sur l'histoire de ce bunker, il n'a jamais été aussi près de servir. 3 décennies durant, les agents secrets en poste au Greenbrier se tiennent constamment prêts pour le jour sombre et funeste où surviendra Armageddon. Ils avaient environ 3 heures à partir du moment où l'hôtel recevait un coup de fil et que la personne disait « le bail entre en vigueur ». C'était le code. Ce coup de fil voulait dire que le gouvernement prenait possession des lieux. À ces mots, plus d'1 millier de membres et assistants du Congrès sont censés aller se réfugier derrière les portes blindées sous le Greenbrier. Ils seraient entrés par là pour commencer. Ils auraient franchi cette porte et auraient parcouru cette galerie. Bien sûr, ils auraient sans doute été terrifiés. Ils ne seraient pas là si une chose terrible ne s'était pas produite ou n'était pas sur le point d'arriver. Il y avait de grands postes de décontamination sur le site. À l'entrée principale, il y avait un poste de décontamination qui, si j'ai bien compris, pouvait traiter 440 personnes par heure. La première chose à faire, surtout s'ils avaient été exposés à des retombées radioactives, aurait été la décontamination pour éliminer toutes les particules. Ensuite, brûler les vêtements. Ensuite, on leur aurait distribué des tenues et ils auraient ainsi pu se changer. Il y avait 1100 lits. Chacun a été assigné à un membre du Congrès pendant les 30 ans d'activité du bunker. Et si un membre se retirait ou n'était pas réélu, le lit était réaffecté. L'organisation était minutieuse à ce point. Un réfectoire géant permet de nourrir tout le monde par roulement. Des postes de travail sont aménagés, de même que des salons pour se détendre. Et les mesures de sécurité sont draconiennes. Une unité de police avait été désignée à l'avance pour être affectée au bunker, le cas échéant. C'était un autre sujet de débat. Si les habitants du coin savaient qu'il y avait un abri ici, réclameraient-ils de s'y réfugier? Seraient-ils vraiment paniqués? Ferait-il une émeute pour entrer? Ou, sous la pression, l'émeute viendrait-elle des réfugiés? Peut-être les deux. La capitale souterraine reste secrète et inutilisée durant 30 ans. Puis, en 1992, un journaliste d'investigation révèle l'existence du bunker à la une du Washington Post. Robert Conti incarne l'histoire du complexe hôtelier depuis 35 ans. En 1992, il ne se doute absolument pas qu'un bunker se trouve sous ses pieds. Je me suis dit, mince, cette histoire qui revient encore et encore. Nous avions entendu des rumeurs concernant un bunker. Nous pensions qu'il s'agissait juste d'une salle, une réserve de nourriture et quelques téléphones. Mais l'audace de déplacer 1100 personnes dans cette installation, la totalité du Congrès, c'était plutôt incompréhensible. Ce sujet d'actualité déclenche une vive polémique. Voilà le topo. Washington va être bombardé, le Congrès se réfugie au Greenbrier. Et nous prenons les bombes sur la tête. Alors, ça prête forcément à controverse. Un politicien aussi avisé que Lyndon Johnson savait parfaitement l'image que ça véhiculait. Nous nous occupons de notre propre sécurité et les autres, vous allez griller. Alors il a dit, si jamais cela se sait, nous laissons tomber. Nous laissons tomber aussitôt. Et c'est ce qu'ils ont fait. 30 ans après sa mise en service, le bunker du Greenbrier est désactivé par le gouvernement des États-Unis. C'est un secret éventé qui n'a plus de raison d'être. Au cours des années qui suivent, la sensibilité de l'opinion publique à l'égard du plan de continuité du gouvernement s'estompe. Jusqu'à un certain jour de septembre 2001. Les plans poussiéreux de l'administration Eisenhower regagnent soudain de l'importance. Une conséquence du 11 septembre, c'est que les gens ont compris la nécessité d'un plan d'urgence. Les gens ont réfléchi et ont reconnu qu'il existait un plan fonctionnel, un plan bien conçu, qui avait été en place durant toutes ces années. Mais la plupart des experts pensent que le plan de continuité du gouvernement n'a jamais été abandonné. Des bunkers ont été aménagés ailleurs. S'ils ont désactivé ce bunker, il faut être naïf pour croire qu'ils n'en ont pas bâti un autre, plus grand et mieux conçu.
Les attaques du 11 septembre forcent le gouvernement à réévaluer son dispositif en cas d'alerte. Mais il n'est pas le seul. Dans un monde post-septembre 2001 explosif, la plupart des concitoyens décident de prendre leur sécurité en main. De nombreux survivalistes reviennent à l'idée d'un abri familial pour se sentir tranquilles. Mais ces refuges souterrains sont à des années-lumière des abris anti-atomiques des années 60. Au plus fort de la guerre froide, les Américains construisent des bunkers dans leurs jardins pour se protéger d'une attaque nucléaire. De nos jours, les menaces se sont accrues. Bombes sales, pandémie, terrorisme, éruptions solaires et bien d'autres. Un nouveau type de menace apocalyptique demande un nouveau type de bunker. Ce modèle particulier d'abri est équipé d'une salle de bain complète, une baignoire et une douche, un lavabo et son meuble, une télé grand écran, un réfrigérateur congélateur, un micro-ondes, des plans de travail, et bien sûr, quand on veut aller dormir, on a une chambre avec un grand lit, tout le confort moderne. Atlas Survival Shelters, à Montebello, en Californie, construit et vend des abris dernier cri à des clients du pays tout entier. C'est un marché en plein boom. Le client type qui m'achète un abri est un Américain très patriote. À un certain moment, les gens voyaient les bunkers comme un luxe. Maintenant, ils les voient comme un besoin. Le PDG Ron Hubbard pense que le besoin d'un bunker est peut-être plus vital que jamais. Il fait partie d'un mouvement grandissant qui craint un désastre planétaire en conséquence des menaces multiples. Je me prépare au pire des scénarios, qui serait l'effondrement complet de la civilisation américaine telle que nous la connaissons. Si vous me dites, en me regardant dans les yeux, qu'un terroriste qui met la main sur une bombe nucléaire ne viendra pas la faire sauter ici, alors vous êtes dingue. Il leur faut juste une ou deux bombes pour déclencher une peur panique comme on n'en a jamais vu en Amérique. C'est juste une question de temps. Je suis le dernier à souhaiter cela, mais quand ça arrivera, au moins je serai prêt. L'usine a plusieurs bunkers en construction en permanence. Ils sont bâtis ici, puis posés sur des semi-remorques et transportés n'importe où dans le pays. La construction est simple et, chose surprenante, efficace. Je l'ai fait dans des buses galvanisées en tôle ondulée, mais je pose un plancher à l'intérieur. Avec une buse de 3 mètres de diamètre, on a une hauteur de plafond de 2,10 mètres et 90 cm d'espace de rangement sous le plancher. On ne veut pas se sentir dans un abri, et c'est ce que j'ai voulu créer. Un refuge avec un plancher en bois où l'on se sent comme chez soi, mais sous terre. Les bunkers conçus par Ron Hubbard n'ont rien à voir avec les abris datant des années 60. Cela tient en partie au fait qu'il teste ses propres produits avant de les mettre en production. Je passe du temps dans un bunker pour voir par moi-même s'il est bien au point. Je passe à peu près 11 jours à tester un de mes produits, un de mes abris. Alors j'ai l'impression d'être dans une grande caravane. La seule différence, c'est que je suis 6 mètres sous terre. Le résultat est un bunker qui allie luxe et conception économique. Ce modèle a une chambre disposant de 8 couchettes. Ce qui est bien, ce sont les portes de chaque côté. Ça donne un peu d'intimité, ce qui crée un peu de normalité quand on est sous terre. Chacun peut ranger ses effets personnels sous sa couchette. Elles se soulèvent toutes et proposent donc un espace de rangement pour ses effets, ses vêtements et pourquoi pas ses armes. Nous passons maintenant au salon. Il fait 6 mètres de long, 19 mètres carrés. Il y a 90 cm de rangement là-dessous. Nous avons l'équivalent d'un volume de 200 litres sous le plancher. Ce modèle est aussi équipé d'un bureau d'1,50 m auquel s'ajoutent 2 chaises, une radio et des caméras de surveillance. Il y a une table où 4 personnes peuvent manger. Et là, nous avons la chambre principale avec un grand lit. C'est ici que l'on vient se reposer.
s'isoler des autres personnes présentes dans l'abri. Une chose absolument indispensable quand on passe du temps dans un abri, c'est le confort. C'est pourquoi tous mes abris sont dotés d'un canapé en cuir inclinable. J'essaie de recréer un peu le confort qui existe chez moi. Je m'assois là, je peux regarder la télé, regarder tous les DVD que je veux. Malgré tout ce luxe, ces bunkers ne négligent pas leur véritable raison d'être. La protection. Hubbard équipe tous ses modèles d'un système de purification d'air haut de gamme. Le côté prestigieux de ce purificateur d'air, c'est que Saddam Hussein avait le même dans son bunker. Alors si le courant est coupé, c'est le système le plus facile à actionner manuellement. On place juste la manivelle là et on tourne comme ça. Vous voyez comme c'est facile? J'y arrive avec un seul doigt. Tous les contaminants sont pris dans le filtre qui est là, qu'ils soient radioactifs, biologiques ou chimiques. Ron Hubbard veut donner à ses bunkers une allure de résidence secondaire sans occulter pour autant l'aspect forteresse. La trappe d'entrée résiste aux balles de mitrailleuse. Et chaque abri est équipé d'une sortie secrète. J'ai conçu mes abris avec un deuxième tunnel d'évacuation fermé par une trappe de secours qui débouche assez loin. On quitte l'abri, on traverse le tunnel et on ressort environ 60 mètres plus loin. Et là, on a une chance de défendre l'abri. Alors, je ne vais pas vous dire de tirer sur les gens. Mais si vous êtes réfugié dans l'abri et que des gens essaient de vous tuer, vous devrez soit vous défendre, soit vous échapper. Hubbard joint la pratique à la théorie. Son propre bunker est enfoui dans des terres sauvages du Texas, complètement paré à toute catastrophe. J'ai des radios ondes courtes, des radios VHF et HF. Alors je peux communiquer avec des gens qui se trouvent dans mon champ de vision ou n'importe où dans le monde. J'ai des caméras de sécurité avec vision infrarouge. Je peux voir n'importe qui dans un rayon de 75 mètres. J'ai l'armement d'une petite base militaire. Une mitrailleuse 1919 A4 calibre 30, un AK-47 et un AR-15. J'ai un bon arsenal pour nous protéger, ma famille et moi. Hubbard pense que posséder un bunker n'est pas plus étrange qu'avoir une assurance vie. Si on a une assurance santé, une assurance auto et une assurance habitation, on les a souscrites en cas de catastrophe. La seule assurance que l'on puisse avoir en cas d'attaque nucléaire, biologique ou chimique, c'est un bunker souterrain. Au beau milieu d'une apocalypse mondiale, le fier propriétaire d'un abri souterrain peut échapper avec classe à un Armageddon. Être assis dans mon canapé en cuir me rappelle les bons moments passés chez moi. Et je n'ai aucune crainte car je suis bien installé. Tout est normal. Il existe d'autres options pour les survivalistes qui souhaitent quelque chose de plus confortable et plus grand qu'un abri haut de gamme. On pourrait appeler cela un timeshare anti-apocalypse. Et les lieux de résidence sont top secrets. Éteignez les portables, éteignez-les. Aux États-Unis, les bunkers vont de l'abri dans le jardin aux mini-villes gouvernementales. Au cours des dernières années, l'intérêt pour trouver des parades au scénario catastrophe s'est accru. Ces parades sont souvent artisanales. Mais certaines, telles ce bunker, sont considérées comme ultra sophistiquées. Nous sommes au milieu d'un abri de 930 mètres carrés, qui peut accueillir 80 personnes pour les protéger de quasiment tout, y compris de l'explosion d'une bombe de 20 mégatonnes dans un rayon de 3 km. Vivos Shelters est né de l'imagination de Robert Vicino, un entrepreneur en immobilier qui a créé une chaîne de bunkers privés et top secrets à travers tout le pays. L'emplacement du site n'est même pas communiqué à l'équipe de tournage. Vous êtes l'équipe de tournage? Ouais. Pas de GPS là-dedans? Non, pas de GPS. On peut les tracer. Vous voulez bien les éteindre? Éteignez les portables, éteignez-les. Nous sommes dans un lieu confidentiel, quelque part entre l'Ohio, le Kentucky et l'Illinois. Quelque part au milieu de ces trois États. Nous nous trouvons à l'intérieur du niveau supérieur. Nous sommes à l'entrée d'un abri anti-atomique.
Ce bunker privé était jadis un abri gouvernemental de type militaire conçu pour résister à une frappe nucléaire directe. Nous sommes 2 étages au-dessus de l'abri. Nous allons descendre quelques marches, passer la porte blindée et pénétrer dans un havre de paix. Derrière la porte blindée en acier au carbone de 30 cm d'épaisseur se trouve un intérieur luxueux, conçu pour recevoir sous terre 80 personnes dans le plus grand confort pendant une année entière. Je vais entrer dans le grand salon. C'est l'endroit où tout le monde se réunira. Une télé grand écran plat et une vidéothèque composent le home cinéma du bunker. Un vaste espace dîner permet de prendre des repas en famille ou en couple. Un espace salon propose des jeux de plateau, des jeux vidéo et un endroit paisible où se réunir. En fait, cet endroit évoque véritablement un bateau de croisière souterrain. Une vaste cuisine comporte tous les appareils et ustensiles nécessaires pour cuisiner pour 80 personnes. Des dizaines de chambres sont décorées style bateau de croisière. Les salles de bain ont des sols de marbre et des lavabos de granit, des cabines douches, des toilettes, le bunker possédant son propre système d'assainissement haute capacité. En coulisses, c'est encore plus impressionnant. 2 générateurs de 100 kW, un réservoir de fioul de 113 mètres cubes, un petit centre médical muni de tout son équipement, du défibrillateur au matériel chirurgical. Il y a un atelier, une laverie et même un chenil. Le droit d'admission de ce bunker exclusif comprend tous les repas pour une année complète. Je pense que nous avons 60 variétés différentes d'aliments lyophilisés, plus des farines, des céréales et du riz. Les conserves sont accompagnées de légumes frais, produits par la mini-ferme souterraine. Nous sommes dans l'espace verdure à présent. C'est là que nous allons cultiver des légumes frais. Des épinards, des jeunes pousses, des tomates, des courgettes, ce genre de choses. Nous avons un éclairage horticole qui donne la bonne température et la bonne luminosité pour le bien-être de ces plantes. Les conditions idéales sont réunies. Le seul problème avec cet abri, c'est le prix d'entrée. Il est de 50 000 $ par adulte et les membres sont admis en fonction de leurs compétences. C'est tout le concept de nos bunkers. Nous voulons des gens ayant des compétences particulières. Sur 80 personnes, nous avons des militaires, des policiers, des spécialistes de la sécurité. Nous avons aussi des docteurs, des chirurgiens. Ce bunker situé dans le Midwest fait partie des 6 abris géants gérés par la société Vivos. Sur les 6, 4 se trouvent dans des endroits secrets et reculés à travers les États-Unis. Le problème, avec un lieu reculé, c'est de s'y rendre. En cas d'attaque nucléaire surprise, nous risquons d'être alertés seulement 20 minutes à l'avance. Durant la guerre froide, le gouvernement a mis en place un système d'alerte en cas de bombardement. Des sirènes ont été installées dans chaque ville. Le système de diffusion d'urgence donnait au président le contrôle de toutes les chaînes de télé et des stations radio afin qu'il puisse prévenir la population d'une attaque imminente. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Mais si une catastrophe se profile, et si nous ne sommes pas prévenus assez tôt, comment les copropriétaires du bunker pourront-ils rejoindre leur abri éloigné à temps? Certains disent qu'il y a des signes tragiques qui laissent entrevoir l'arrivée d'un désastre, si on sait les interpréter. Nous ne répondons pas à une logique d'alerte, mais à des événements qui sont prévisibles, des événements que l'on peut voir arriver, que l'on peut prédire grâce à des signes dont on peut tirer des déductions. Et pour un groupe plus nombreux de survivalistes, Vivos a autre chose en magasin. Le plus grand abri anti-apocalypse de toute l'histoire du monde. Il y a des centaines, voire des milliers d'abris et de bunkers de toutes sortes en Amérique. Et les propriétaires de ces bunkers pensent qu'ils seront parés pour l'apocalypse.
Quels pourraient être ces événements? Une bombe nucléaire qui explose à New York, Washington ou Londres? Ou une série de séismes de magnitude 9? Ou plusieurs volcans qui entrent en éruption, comme par exemple celui de Yellowstone? Disons que nous sommes confrontés à une pandémie, ce qui pourrait arriver. Il y aura une vraie panique. On aura la queue dans les stations-service. Les gens feront des réserves de nourriture, d'essence, d'armes et de munitions. Et alors que les émeutes font rage, que la police s'interpose, que des retombées radioactives ravagent la nation, les propriétaires de bunkers sont confortablement installés dans leurs bateaux de croisière souterrains. Et il n'en existe sans doute pas d'aussi grand que le dernier ouvert par Vivos, sous une montagne calcaire du Kansas. C'est ce que j'appelle le plus grand abri privé de la planète. C'est aussi vaste que l'Empire State Building, une surface souterraine de 20,5 hectares, et assez grand pour accueillir 5000 personnes. Vivos vend des places dans ce bunker qui est en voie d'achèvement. Cette ancienne mine de calcaire a été jadis utilisée par l'armée des États-Unis comme entrepôt souterrain. C'est tellement vaste sous cette montagne qu'il faut s'y déplacer avec une carte. On peut vraiment s'y perdre. Ce nouveau bunker sera bien plus économique pour les clients moins fortunés, car ils viendront avec leurs propres moyens d'hébergement. Au lieu de construire des chambres, des cuisines, nous permettons aux gens de venir avec leur propre caravane, leur propre camping-car. Et il n'est même pas nécessaire qu'ils roulent, ils ont juste à le transporter ici. Ce nouveau bunker n'est pas seulement un abri, mais un complexe ouvert toute l'année. Ce sera, pour ceux qui veulent toujours être parés aux catastrophes, comme un complexe hôtelier, le Disneyland des survivalistes si on veut. Certains pensent que c'est de la fantaisie. D'autres soulignent qu'il y a des précédents historiques. C'est déjà arrivé. C'est arrivé en Europe. Et que s'est-il passé quand c'est arrivé en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale? Les gens sont allés dans des abris pour se protéger. Des abris souterrains durant les blitz sur Londres aux abris anti-atomiques de la guerre froide, les bunkers ont toujours offert la parade aux menaces imminentes. Les gens se moquent de ceux qui, pendant la guerre froide, dans les années 60, ont construit des bunkers dans leurs jardins ou sous leurs allées. Mais ces gens-là l'ont fait pour une raison. Ils avaient connu la guerre. Ils se rappelaient de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale. Si le débarquement de la baie des Cochons ou la crise des missiles de Cuba avait tourné autrement, alors ces abris n'auraient peut-être pas été superflus. Était-ce idiot d'avoir ces abris à l'époque? Non. Est-ce idiot d'en avoir un maintenant? Je ne le pense pas. Ceux qui possèdent un bunker pensent que c'est simplement de l'argent bien dépensé. Que l'abri soit dans leur jardin ou dans une installation gouvernementale souterraine. Quand on a une assurance habitation, on préfère ne pas avoir à s'en servir. Même chose pour l'assurance de la voiture. Un abri est une sorte d'assurance que l'on espère ne jamais utiliser. Ça rend humble de descendre dans un abri comme celui-ci, car on se rend compte à quel point c'était sérieux à l'époque. Et waouh, si c'était arrivé, quel effet ça doit faire de passer des jours enfermé là-dedans avec sa famille et de se demander comment ça va être quand on va ouvrir la porte et sortir dans l'inconnu. Revoir sa maison ou découvrir le chaos total ou... Je n'arrive pas à imaginer. Je n'imagine pas être le dernier être humain vivant sur Terre. Le monde est un endroit effrayant. Les tempêtes tueuses se multiplient. L'effondrement de l'économie menace. Des pandémies nous guettent. Les taches solaires sont en augmentation. La violence, le terrorisme et le chaos déferlent sur le monde, du Moyen-Orient aux villes d'Europe, en passant par les côtes des États-Unis. Ces événements et l'inquiétude qu'ils suscitent entraînent l'essor incessant du marché des bunkers.